On peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. Aujourd'hui on reçoit une autrice. L'hôte du jour c'est Raphaël Jean-Louis. Salut Raphaël, comment tu vas? Salut Audrey, ça va super bien, merci. Ravi de te recevoir ici. C'est un plaisir également. Je t'ai présenté comme autrice, mais tu as d'autres fonctions. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je suis autrice, mais je suis principalement infirmière libérale aujourd'hui. J'ai mon propre cabinet. Et puis, oui, effectivement, j'écris. J'ai aussi par la suite fait, il y a quelques années, des scénarios dans le cinéma. J'ai réalisé des courts-métrages. Voilà. Bravo. Merci. On va revenir sur ton parcours. Donc, tu as écrit donc 2 livres qui sont là. Donc, le premier sur ta fonction d'infirmière, diplôme délivré. Tout à fait. Et le deuxième, te souviens-tu de moi, maîtresse, pardon. Oui, c'est ça. Voilà, que je montre bien. Voilà. Donc, pourquoi avoir écrit ces livres-là? Mon premier livre, Diplôme délivré, donc Parole affranchie d'une étudiante infirmière, je l'ai écrit parce que je pense que, comme j'ai fait le constat que dans les services, il y avait toujours autant de difficultés, que ce soit sur le plan professionnel et pour les étudiants, et que ça m'a rappelé tout ce que j'ai vécu et que j'avais écrit à chaque fois que j'écrivais, que je sortais de mon stage qui était difficile. Mais je me suis dit qu'il fallait que je raconte ma formation avec tous mes stages incroyables et ce fameux stage qui était difficile à 4 mois du diplôme parce qu'il y avait des choses à dénoncer pour faire améliorer les choses dans le quotidien des soignants et des étudiants. On peut y revenir justement sur ce stage un petit peu? Oui, bien sûr. Cette expérience. Bien sûr. Pourquoi ça s'est mal passé pour toi? Je pense pas que j'étais la seule. On était 6 étudiants à l'époque dans ce service-là et les soignants étaient débordés. Mais après, c'est pas forcément une excuse non plus, mais je pense surtout qu'il y avait des personnes qui étaient malveillantes et du coup, qui faisaient subir de la maltraitance aux étudiants. Ah ouais? Que ça soit verbal, que ce soit parfois physique quand même. Alors je dis pas donner une gifle et tout ça, mais c'est physique quand même. Et puis voilà, principalement. Et du coup, je pense que c'est ce que vivent beaucoup d'étudiants en soins infirmiers ou en médecine ou dans ce milieu-là en tout cas. Et je pense que c'est important d'en parler pour faire améliorer les choses. Et ça t'a pas, disons, dégoûté de la profession? Non, parce qu'à chaque fois que c'était difficile, à chaque fois que j'avais une réflexion, qu'on m'humiliait, je me disais, mais elles vont pas avoir un frein sur mon parcours. Moi, vous savez, j'ai eu un parcours où j'ai toute mon enfance, je me suis dit qu'il fallait que je réussisse, enfin réussir, c'est un grand mot, mais qu'il fallait en tout cas que je fasse ce que j'avais décidé de faire. Et en fait, je me suis dit, c'est pas elle qui va m'empêcher d'aller jusqu'au bout, en fait. Donc, non, ça m'a pas du tout. Et aujourd'hui, je regrette pas. Hein. J'ai mon propre cabinet, j'adore mon métier. Voilà, les patients me le rendent bien aussi. Donc, Ah, c'est beau, parce que effectivement, lorsque tu fais un stage et que ça se passe pas bien, tu te dis ouais, mais non, en fait, je veux pas. Mais toi, en fait, tu t'es dit, vous allez pas me stopper dans cette quête-là. Oui, tout à fait. Ah oui, du début à la fin, j'écrivais ce qui se passait en stage quand je rentrais chez moi. Ça me faisait du bien. Mais je me disais, mais demain, j'arrive, je reviens, quoi. Et c'est vraiment, j'avais eu 10 semaines de stage. C'est vraiment les 3 derniers jours de stage où là, j'ai craqué et je me suis dit, bon, j'ai pas envie qu'elle gâche justement à 3 jours du stage, j'ai pas envie qu'on me gâche mon stage. Donc, je suis allée voir le médecin. Je lui ai dit que j'avais mal au ventre, j'ai simulé quelque chose, c'est pas bien, je le sais. Et en fait, elle s'est rendue compte que c'était pas vrai. Elle m'a dit, c'est plus profond que ça. Et j'ai répondu au médecin. Et d'ailleurs, je la remercie encore aujourd'hui. Je lui ai dédicacé mon livre et je lui ai envoyé à son cabinet à Reims. Et en fait, je lui ai tout expliqué la situation. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, je vous arrête. Pour les 3 jours, elle m'a arrêté du coup.
Et elle m'a dit, vous pouvez pas continuer même pour les 3 jours, c'est pas possible. Mais du coup, voilà, j'ai bien fait et j'ai eu un rapport de stage excellent qui a été noté par le cadre. Et puis, je crois aussi bien que les médecins qui étaient dans le service ont donné aussi leur avis. Et donc, j'ai eu un très, très bon rapport, quoi, en fait. Mais le fait d'encaisser comme ça, comme tu disais, les humiliations, etc., ça n'a pas d'impact sur ta santé physique et mentale? Alors, tout à fait. Je pense qu'il faut, et c'est une très bonne question, je pense qu'il ne faut pas rester avec tout ça. Bon, j'ai eu les épaules larges, c'est vrai. Après, j'ai tout un parcours aussi derrière qui fait que j'ai eu une maman qui était très forte, qui a toujours eu les épaules larges. Donc, j'ai eu cet exemple-là. Mais on ne peut pas tout faire par ses propres efforts. Il faut aussi en parler. C'est hyper important d'en discuter avec son entourage, d'en parler aux professeurs, d'en parler également aux personnes dans le stage. Hein. On peut se confier à un cadre, on peut se confier à un infirmier avec qui on se sent bien, mais il faut absolument parler et justement pas se dire j'ai peut-être les épaules assez larges. Ça, c'est pas forcément bien. Il faut justement se faire aider et en discuter. Hyper important. Et t'as jamais eu l'impression que t'allais craquer? Jamais? T'as pas flanché un petit peu pendant les 10 semaines? Il n'y a pas des moments où t'as senti que tu flanchais? Bah si, il y a eu des moments où j'en pouvais plus, j'allais dans les toilettes, je pleurais un bon coup, je repartais, j'ai craqué chez moi, je rentrais, je pleurais un bon coup. T'en as parlé à tes proches? Non, Ils étaient pas au courant? c'est ça qui est étonnant. Hein. Non, j'en ai parlé à personne. Ils ont découvert ça avec ton livre? Ils l'ont découvert par la suite. Je crois que j'en avais parlé à ma maman, justement, quand je devais aller chercher mon rapport de stage. Mon rapport final, je crois que ma mère était là, pour vous dire, hein, à tel point qu'elle m'a soutenue à la fin, effectivement, mais j'en avais parlé à personne sinon. J'en avais parlé vraiment à personne. Pourquoi? Et bah c'est ça le truc, en fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut absolument en parler, il faut pas rester avec ça dans une bulle. Je sais pas pourquoi, parce que je me suis dit... alors, est-ce que j'avais honte? Je sais pas si j'avais honte, mais je voulais pas qu'on puisse s'imaginer que ça se passait mal parce que j'avais fait mal. Alors qu'en fait, non, c'était vraiment de l'autre côté, j'avais peur qu'on me croie pas. C'est très compliqué. Puis, j'étais pas forcément soutenue par les formateurs, puisque c'était un lieu de stage qui faisait partie des lieux de stage qu'ils avaient. Et donc, du coup, eux, ils pouvaient pas trop s'en défaire non plus. Ils avaient besoin de le garder. Et donc, je me suis pas vraiment sentie accompagnée, sauf par une enseignante qui, elle, m'a aidée et m'a soutenue. Mais non, c'est bizarrement, j'en ai pas beaucoup parlé. Non, même pas du tout, quoi. C'est vrai que... Et si c'était à refaire, t'aurais parlé cette fois? Si tu devais refaire, ou t'aurais procédé à la même chose? Je pense que j'aurais parlé. Parce qu'on n'est pas tous fait pareil. Et je pense que c'est important d'en parler. Parce qu'il y en a qui vont craquer, en fait. Et qui peuvent aller très, très loin. Ouais, donc, c'est pour ça que le message, c'est d'en parler. Absolument. Ok. Et donc, tu finis ce stage, tu as ton diplôme, tu décides d'écrire ce livre-là. Voilà. En fait, je crois qu'il y a 2 ans entre mon diplôme et finalement la sortie du livre. 15, 16, 17, ouais, à peu près 3 ans, donc le temps de l'écrire. Bah, en fait, j'ai vu des situations en tant qu'infirmière et je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est encore là, c'est présent au quotidien, en fin de compte. Et je me suis dit, non, je vais peut-être reprendre mes écrits. J'ai relu ce que j'avais écrit. Et j'ai commencé à l'écrire. Ça me faisait du bien parce que finalement, j'avais de la distance avec les années. Et ça m'a fait du bien de relire, de réécrire les choses parce que je prenais plus confiance en moi en tant qu'infirmière ensuite, par la suite. Donc, et après, j'en ai fait un livre. Et c'est mon ex-compagnon qui l'a lu, qui m'a dit « Ah ouais, il est vraiment bien et tout. » Donc, Et t'as approché un éditeur pour l'écrire, ou on t'a approché? Ah non, pas du tout, non. Je l'ai écrit moi-même. Okay. Et puis ensuite, j'ai contacté une édition qui me paraissait avec des valeurs, etc. Et donc, j'ai eu une réponse assez rapidement de leur part. Et du coup, voilà. Et il est sorti en quelle année? 2018. 2018, ok. Septembre 2018, si je ne me trompe pas. Donc, succès. Ouais, je m'y attendais pas du tout. Bah... Ouais, c'est fou, ouais. Ben en fait, succès, ça me donne le sourire, mais pas trop en même temps, parce que ça reflète un peu le besoin des étudiants, des soignants, finalement de parler de ce qu'ils ont vécu. Ça montre finalement la souffrance des soignants. Et donc, succès, oui, et en même temps, on voit bien que c'est un problème dans la société, quoi. Ouais, mais après, quand je dis succès, c'est dans le sens où ça s'est vendu, les gens se sont reconnus, en même temps, tu as été comme une sorte de porte-parole, finalement. Oui, c'est vrai. Parce que tu as mis des mots MOTS au mot MAUX.
à beaucoup de gens, de pas mal de gens qui vivaient la même chose que toi, finalement, Oui, qui c'est ont vrai. vécu la même chose que toi. Et tout à fait. Et je pense que tu as dû recevoir beaucoup de messages. Bah, c'est ce que j'allais dire. Je recevais tout le temps des messages. Et d'ailleurs, depuis ce jour, j'ai plus les notifications Instagram parce que du coup, bah, j'avais tout retiré parce que c'est pas contre les gens, mais j'avais beaucoup, tellement de messages que moi, ça me rappelait mon histoire. Et donc, je répondais à chacune des personnes, mais j'avais du coup retiré pour éviter d'avoir tous les jours parce que je mettais un peu de distance justement parce que finalement, ça me renvoyait tout le temps mon histoire. Mais j'ai toujours répondu aux gens. Mais effectivement, j'ai beaucoup de personnes en détresse. Absolument en détresse, hein, même des soignants, hein, qui disaient bah, moi, finalement, je décide d'arrêter. Enfin, j'avais pas mal de parcours différents, mais dans le même domaine, quoi. Ouais, mais en Mm. tout cas, félicitations par rapport à ça. Merci. Déjà, de l'avoir écrit, de l'avoir publié. Et De par m'être rapport. mise à nu. Bah ouais, Pas mais facile. des fois, c'est vrai que c'est pas évident. Non. Mais en même temps, ça aide les gens, tu vois, de se dire, ah bah, Oui, je suis c'est pas vrai. seul, tu vois. Oui, c'est vrai que ça a aidé beaucoup de gens. Ouais. J'ai eu beaucoup de remerciements et tant mieux. En fait, c'est ça l'objectif premier. C'est absolument le message, en fait. Ouais, Moi, ouais. c'est la seule chose que je voulais diffuser. C'était vraiment le message. Non, moi, je pense qu'il y a eu un impact soudain, bah, c'est parce que les gens se sont reconnus. Tu vois, je pense il y avait un mal qui était là, et finalement, toi, tu as dit, voilà, je vais dire les choses. Les gens ont vu peut-être dans des pans de ton histoire, leur histoire, peut-être la même histoire. Et Oui, c'est très bien. tout à fait, c'est vrai. Ils se Donc, sont beaucoup retrouvés. moi, je trouve que c'est bien. Donc, succès, oui, faut le dire. Faut le dire. Bah, c'est bien. Moi, je trouve que c'est une reconnaissance par rapport à ton parcours à toi et de se dire, bah, ouais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas seuls. Oui, oui, bien sûr. C'est ça. Donc, franchement. C'est-à-dire Bah, le fait que toi t'écrives Mm. et que d'autres ont vécu fait que vous n'êtes pas seul en fait. Ah, Vous mais êtes tout à fait. Et c'est là où on sent qu'on est plusieurs et c'est là où on devient une force en fin de compte. C'est ça. C'est pour ça que c'est très bien. S'il y a des gens qui ont envie de partager leur parcours, il faut l'écrire. J'invite les gens à écrire leur Ouais. histoire. Et toi, justement, l'écriture, ça a été une thérapie. Tout à fait. Je pense que c'était un exutoire. Ah oui, oui, oui. Là, bah, déjà, pour le premier, oui, ça a été un exutoire. Ça m'a permis de faire ma thérapie, quelque part, parce que je n'ai pas été voir un psychologue. Et donc, bah, oui. Tu voulais pas Je pense pas... Enfin, je pense pas en avoir besoin, et ça, c'est tout à chacun. Ah. Mais je pense Attention. que... Mais dans le sens où je me suis toujours débrouillée, on va dire, dans l'art, justement. C'est ce qui a toujours été ma thérapie, le théâtre, le cinéma. Depuis que je suis petite, ça a toujours été ma thérapie, en fait, à moi, et je m'en suis toujours sortie grâce à l'art. C'est pour ça qu'il faut introduire l'art à l'école. Oui. Dès le plus jeune âge, s'il vous plaît, l'éducation On nationale. va y revenir, mais il y a un passage qui m'a particulièrement intéressé dès le début. C'est le fait de choisir d'entrer dans une école d'infirmière, devenir infirmière. Tu dis que le choix d'entrer dans une école d'infirmière me vient de très loin. C'est tout d'abord, comme on dit, une vocation, un désir de soigner, de prendre soin, de communiquer, d'échanger, de travailler en équipe. Désir que l'on retrouve chez de nombreux étudiants, mais le parcours de chacun, si riche soit-il, est toujours différent. C'est aussi ma maman, infirmière, qui m'a fait connaître le métier. Je me souviens des jours où elle m'emmenait avec elle, quand je n'avais pas école et qu'elle ne pouvait faire autrement. Elle nous a élevés, ma sœur aînée, mes 3 frères et moi seuls. Et à un moment, tu dis, voilà, comme elle a été infirmière, en fait, c'est ta source d'inspiration. Ah oui, totalement. Ma mère, c'est ma source d'inspiration pour tout. Et comme on dit, on est le produit de son environnement. Oui, c'est vrai. C'est Bah ouais. ça. Ouais, ma mère, c'est ma force, même si aujourd'hui, on se voit pas tout le temps. Enfin, ça fait un moment que je l'ai pas vue d'ailleurs, mais ma mère restera toujours ma force. Ça a toujours été ma force et mon exemple. Ah, c'est sûr et certain. Je pourrais jamais dire le contraire. Absolument pas. Effectivement. Et là, pour faire la transition avec le deuxième U, te souviens-tu de moi, maîtresse? Donc là, on rentre de plein pied dans ton histoire personnelle. Donc, là-dedans, tu racontes quasiment tout. Tu racontes quasiment tout, les histoires familiales, l'école, etc. Tu commences justement par ton expérience parce que tu as été enseignante aussi. Oui. Et tu parles d'une jeune qui en gros, tu n'as pas interrogé. Oui. Et tu expliques pourquoi, en fait, ça t'a fait réfléchir sur toi. Est-ce qu'on peut y revenir? Oui, cette petite, donc c'était dans mes débuts. Donc j'étais déjà infirmière.
depuis des années. Et je commençais à être infirmière libérale. Je goûtais au libéral, donc à mi-temps. Et à mi-temps, j'étais enseignante. Donc, c'était en pleine période de Covid, etc. Enfin, un petit peu après, voilà. Et du coup, je commence en tant qu'enseignante dans une classe de CE1. Et il y avait cette fameuse Gabrielle. En plus, c'est marrant, Gabrielle, Raphaël, enfin bref, jamais de hasard. Et en fait, cette Gabrielle-là, je savais qu'elle avait des difficultés, qu'elle était en classe Ulysse. Mais du coup, elle était intégrée dans la classe et par moment, elle partait pour aller en classe Ulysse. Donc déjà, on m'avait un peu fait le topo sur cette élève. Et bizarrement, lorsque je faisais de la lecture avec les élèves, j'ai oublié de l'interroger. Bizarrement. Alors, est-ce que je me suis dit dans ma tête, bah, elle a des difficultés, j'ai pas envie de la mettre en difficulté. Donc, en fait, je me mets dans le propre piège, pardon, de l'éducation nationale, en fait. Là où moi, on m'a mis dans une case, je commence à la mettre, en fait, presque dans une case. J'ai pas vraiment fait attention, en fait. Et en fait, elle lève la main et elle me dit, bah, vous m'avez oublié, maîtresse. Puis alors là, paf, ça m'a rappelé moi, quand j'étais petite. Et j'ai demandé à tout le monde d'arrêter. Donc, j'étais passée à autre chose, aux maths ou je sais plus. Et je dis à tout le monde d'arrêter, arrêtez tout. J'ai oublié d'interroger Gabrielle. Gabrielle va lire. Donc, je viens pour l'aider. Donc, elle lit un petit peu, difficilement, effectivement, mais je l'aide, je lui souffle quelques mots, etc. Et à la fin, elle finit sa phrase. Et puis, je dis à tout le monde, vous voyez quel courage elle a eu, Gabrielle. Parce que malgré ses difficultés, elle a choisi de lire devant vous. Et voilà, en toute simplicité, elle a choisi de lire avec du courage devant vous, malgré ses difficultés. Et j'ai dit aux élèves, vous voyez, on peut avoir des difficultés dans la vie, mais on peut y arriver. Et on peut essayer aussi. Et en fait, tout le monde s'est mis à applaudir Gabrielle. Et du coup, Gabrielle était super contente. Et en fait, après, quand je suis passée à l'activité suivante, je me suis assise à mon bureau. Du coup, moi, j'étais de l'autre côté, j'étais plus... Et là, j'ai compris pourquoi j'étais là. J'ai dit, mais je veux pas être enseignante. Qu'est-ce que je fais là, en fait? Et j'ai compris. La boucle est bouclée. J'avais juste besoin de passer jusque-là. Mais ça, je me rappelais plus que j'étais dans mon truc, dans mon train, depuis que je suis petite. Il faut que je travaille à l'école, etc. Il faut que je montre que je peux réussir. D'ailleurs, réussir, comme je le disais, c'est un grand mot. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut? Mais bon, moi, j'étais dans ce truc-là. Et j'arrive, et puis là, je me dis, ça y est, je suis enseignante. En fait, j'ai pris la place de ma maîtresse qui croyait pas en moi à l'époque. Et j'ai dit, c'est bon, j'ai fait ma thérapie. Et donc, j'ai su qu'il fallait que j'arrête le métier d'enseignante. Donc, j'ai terminé et puis j'ai repris mon métier d'infirmière libérale en temps plein. Donc, en fait, tu savais pas de manière inconsciente pourquoi tu voulais faire ça et finalement, tu as compris pourquoi. Voilà, parce que j'ai fait ça parce que je trouvais ça intéressant, je voulais m'intéresser à d'autres choses. Mon métier d'infirmier, je savais plus si j'allais rester infirmière, j'avais pas goûté encore au libéral et le libéral, j'ai adoré. C'était la deuxième chance et en fait la dernière aussi surtout. Et en fin de compte, je suis arrivée là comme ça, les opportunités se sont données à moi. Et j'ai pas compris tout de suite, mais moi, je fonce par feeling. J'ai toujours fait ça. J'ai eu mon master, je l'ai obtenu avec mention, etc. Et en fin de compte, non, en fait, c'était pas ma place. Absolument pas ma place, même si j'ai adoré enseigner, j'essayais d'être pédagogue le plus possible, mais c'était pas ma place. Et j'ai compris pourquoi j'étais là. J'avais juste besoin. C'était ma thérapie depuis que j'étais petite, en fait. Ce truc de vouloir absolument réussir, parce que j'avais des difficultés. Donc moi, je devais travailler plus que les autres. Et donc, du coup, j'avais réussi. Et dans ma tête, je me suis dit, waouh, mais au bout du compte, quand on fait le bilan, c'est pas ça réussir. Hein. Réussir, c'est simplement réussir à être heureux. Et aujourd'hui, je suis très heureuse dans ce que je fais, dans ce que je suis, etc. Et c'est ça pour moi le bonheur. Et la réussite, c'est le bonheur justement. Ah, je me c'est mélange. beau. Non mais c'est vrai, c'est pas obtenir des diplômes, hein, c'est absolument pas Bien ça sûr. l'objectif. En tout cas, c'est pas ça qui me rend heureuse. Hein. Ouais, c'est pas ça qui t'anime, Ah non, pas du tout. même si tu as obtenu beaucoup de diplômes. Bah oui, mais je suis contente, voilà, j'ai fait ma thérapie, mais c'est pas ça qui me rend heureuse au quotidien. Non, c'est plus les gens, ce que j'aime, etc. Enfin voilà. Ouais, c'est très très bien. Mais justement, on va revenir à ton rapport avec l'école. Parce que tu as un rapport particulier avec l'école. Ah oui, du coup. Et justement, toi, quand tu commences l'école, tu as des difficultés et à un moment donné, tu te retrouves avec une maîtresse qui a adopté un comportement, disons, étrange avec toi parce que tu avais des difficultés. Elle te prenait comme quelqu'un qui n'était pas forcément, entre guillemets, intelligente et elle t'a mis de côté, elle t'a marginalisé direct. Ouais, je faisais partie de ces élèves-là, ouais. Effectivement, parce que j'étais une élève qui réfléchissait différemment. J'étais vite dissipée. Je faisais beaucoup le clown en classe.
Et parfois, pour finalement faire plaisir à la maîtresse, je faisais tous les exercices. Ils étaient presque bons. Et du coup, je pouvais aller au coin lecture. Comme ça, on me laissait tranquille. Tu t'ennuyais? Ah ouais, je m'ennuyais. L'école, je me suis... excusez-moi l'expression, mais je me suis grave ennuyée. Je me suis ennuyée. Et toute mon enfance, j'ai observé les gens en me disant, bah, je suis obligée d'être comme eux. Il faut que je m'intègre avec les gens. Mais je me sentais jamais à ma place. Je me suis toujours ennuyée. Je me suis ennuyée. Et à partir du moment où j'ai apprécié, c'est quand j'étais à la fac, on va dire, où il y avait des choses, c'était plus en profondeur, et surtout l'école d'infirmière, l'école d'aide-soignante et l'école d'infirmière. Là, j'ai adoré parce qu'on apprend des choses, parce qu'on est vraiment au cœur de l'humain. Ton CAP aussi, apparemment, petite enfance. Ouais, le CAP petite enfance aussi, j'ai apprécié aussi parce qu'on fait des stages, en fait, on pratique. Il y a de la théorie et de la pratique. Mais sinon, en règle générale, l'école, j'ai attendu de grandir pour ensuite faire ce que j'avais envie de faire. En gros, c'est un peu ça, quoi. Mais Parce que j'étais là, quoi. Parce que tu dis que t'es quelqu'un qui aime bien apprendre. Ah, j'adore. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai soif d'apprendre. Et t'avais l'impression à l'école, t'apprenais pas grand-chose. Non. Ou c'était pas la bonne méthodologie. Bah, peut-être. Pour moi, non. Pour ma façon de penser, non. Peut-être que moi, il fallait faire différemment pour que je puisse être, on va dire, comment dire ça? Que je sois plus concentrée, intéressée. Et parfois, il y a eu des enseignants que j'ai rencontrés qui étaient hyper intéressants, hein, qui avaient des parcours différents, qui avaient voyagé. Je me rappelle d'un prof de maths qui avait voyagé. Et du coup, il faisait des... Et en fait, il liait en fin de compte ses voyages avec les mathématiques. Et du coup, bah, c'est bête, hein, mais du coup, moi, j'excellais en maths parce que du coup, bah, ce prof, il était hyper intéressant. En fait, c'est des choses comme ça. Mais sinon... Ouais, c'est ce que tu dis si par ça rapport m'intéresse pas, je fais pour faire plaisir et puis c'est fait. C'est ça. Mais, C'est ce que tu dis sans par rapport à conviction. l'éducation nationale. Tu dis qu'en gros, bah, ils appuient sur les difficultés. Ouais, tel élève difficulté au lieu de plutôt valoriser les bonnes différence. choses. Ouais, c'est ça. Au lieu d'élever cet élève, il a forcément des qualités. Et l'élève qui est très doué, bah, il a aussi des défauts, en Bien fait. sûr. Et je pense, et j'en suis convaincue, et c'est pour ça qu'ils ont intégré, en fin de compte, les élèves qui sont en classe Ulysse dans la classe, parce que c'est avec les autres qu'on grandit. Mais tout le monde le sait, quand on avance dans la vie, on voit bien que c'est les autres, c'est grâce à l'autre aussi qu'on grandit. On fait jamais les choses seuls. Ouais, c'est ça. C'est pas possible. Donc on a forcément des difficultés, tous on a des difficultés et des qualités, et c'est justement en travaillant ensemble, en travaillant en système de binôme avec des élèves qui excellent dans telle chose et l'autre qui a plus de... Et ben en fait, c'est comme ça qu'on grandit. On imite les autres quand on est petit. C'est On ça. imite les adultes. Donc en fait, on s'imite, finalement, on s'imite et on s'aide. C'est forcément avec les autres, on grandit. Donc si on nous met tout de suite dans des cases, bah bonjour quoi. Enfin, on va jamais évoluer intellectuellement parlant. Et puis sur plein d'autres dimensions. Et pourquoi ce titre, justement? Ce titre de ce livre-là? Te souviens-tu de moi, maîtresse? Parce que je pense et je suppose que les maîtresses qui n'ont pas cru en moi, elles vont le voir. Parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Naturellement, j'ai mis Te souviens-tu de moi, maîtresse? Mais il y en a plusieurs qui n'ont pas cru en moi. Et elles vont se reconnaître. Je suppose qu'elles ont peut-être entendu parler du livre. Et voilà, c'était pour lui dire, bah, maîtresse, si tu m'entends, regarde, t'avais dit que j'y arriverais pas. Enfin, en même, je reviens sur ça, mais qu'est-ce que la réussite, hein? Attention, c'est un grand mot, hein. C'est tellement différent pour chacun. Et je dis pas que celle-ci, c'est la mienne aussi. Hein. Mais je lui dis, bah, coucou maîtresse, regarde, t'avais pensé que j'étais une élève qui ne réussirait pas. J'avais entendu dire que j'aurais jamais le bac, que j'irais jamais dans une filière classique, quoi. C'était impossible pour elle. En même temps, j'avais 2 ans de retard sur les apprentissages. Hein. En CM2, j'avais un niveau de CE2, du coup. Donc oui, je Mais comprends. c'était dû à quoi, ça? Le fait d'avoir Avec la distance, il y a plein de choses. Je sais pourquoi. Mais il y a parce que la maîtresse n'a pas su me comprendre à ce moment-là. J'étais une élève qui parlait pas beaucoup. J'avais des difficultés familiales. Ma maman, c'était une femme qui élevait ses enfants seule à la maison. Elle avait 5 enfants toute seule. Donc, notamment, les devoirs, c'était compliqué. Elle ne pouvait pas tout le temps être là. Et par contre, ma mère, je ne jetterai jamais la pierre. Alors déjà, il faudrait que quelqu'un lui arrive à la cheville. Non, vraiment, ma mère, c'est quelqu'un que je mets sur un piédestal parce que j'ai mes raisons et parce qu'en même temps, on peut que le faire. C'est juste, elle a fait tout ce qu'elle a pu et elle nous a surtout donné l'essentiel. Et ça, pour moi, c'est ça qui m'a sauvée.
C'est ça qui nous a tous sauvés dans la famille d'ailleurs. Mais voilà, j'avais des difficultés scolaires parce que à la maison c'était pas facile, j'avais pas de papa. Donc c'est vrai que finalement ouais, quand même on part quand même avec un petit handicap entre guillemets. Mais heureusement, j'avais un pilier qui est ma mère, donc elle a su mettre l'équilibre. Mais voilà, j'avais pas de papa, donc pas de repère. Donc j'avais cette difficulté-là de ne pas comprendre pourquoi. Mon cerveau, en fin de compte, il était à moitié pourquoi notre père, il est plus là, il nous a abandonnés, etc. Est-ce que je suis bien, je suis pas bien, je suis gentille, je suis pas gentille. Il y avait tous ces. En fait, mon cerveau, il était tellement ailleurs aussi que bah, du coup, c'était compliqué de se concentrer à l'école, quoi, en fait. Équilibre vraiment. Tu penses, quand tu parles d'équilibre, tu penses que tu as vraiment un équilibre où tu sens. Parce qu'à un moment donné, tu parles, tu dis, tu me dis si je me trompe, tu dis qu'en gros, tu rêvais de voir ton père venir te chercher peut-être à l'école ou quoi que ce soit. C'est trop bizarre. J'ai imaginé, et ça c'est vrai, je sais même pas si ma mère le savait quand elle a lu le livre, elle l'a lu, donc je sais pas si elle l'a découvert, mais moi j'ai imaginé en primaire que mon papa serait au portail. J'imaginais ça à chaque fois. Est-ce qu'il est là? Ou quand j'étais au collège, est-ce qu'il est là? Au lycée? Et à un moment donné, j'ai arrêté d'y penser. Parce que bah non, il n'est pas là. Et en même temps, c'est très ambivalent. C'est comme si j'attendais, en fin de compte, la figure paternelle qui soit là un jour pour être aimée, en fin de compte. Alors qu'en fait, bon, bah, l'amour, on n'est pas forcément comblé par ses parents. Dans la vie de tous les jours, je parle. Hein. Ma mère, moi, elle m'a comblé. Mais je veux dire, on est comblé par quand on se donne de l'amour à soi-même déjà. Mais ça, on l'apprend avec l'expérience et quand on grandit. Mais oui, c'est très ambivalent. Alors que je savais que mon père avait été violent. J'avais des souvenirs de violence à la maison. Mais j'étais petite hein, quand ils se sont séparés. Ils ont divorcé, j'avais 4 ans. Hein. Donc j'ai des souvenirs, des bris de souvenirs de violence. Et en même temps, mais je ne l'ai pas assez connu. Donc, je le mettais sur un piédestal en me disant waouh. En fait, du coup, mon esprit de petite et qui grandissait, elle s'imaginait toujours un homme, un papa qui va venir me sauver. Mais après, j'ai vite eu mon caractère et je me suis forgé une carapace qui n'est pas forcément des fois bon, mais après, on apprend avec l'expérience de la vie. T'as pas souffert de carence affective par rapport à lui? Et ben, je pense qu'au début, ouais, j'ai souffert de carence affective. Ouais, je pense. À mon avis, oui, puisque oui, quand j'étais même au collège, je disais ouais, j'ai pas eu de papa, non, non. Enfin, c'était presque pas comme une mode, mais un peu. Et puis au bout d'un moment, un jour, j'ai eu un déclic. Au moment où j'ai eu le déclic avec l'école, je me suis dit non, mais c'est pas mon père qui va venir un jour. La seule personne qui est là en fait et qui me soutient, c'est ma mère et qui trime au travail pour nous nourrir en fait. Et le pire dans tout ça, c'est que ma mère, elle n'avait pas d'argent. Et pourtant, elle donnait à des voisins qui n'avaient pas d'argent. Je ne sais pas comment elle faisait, ma mère. Je ne sais pas. Faudrait que je lui repose la question encore aujourd'hui. Mais vraiment, elle élevait, il faut s'imaginer, 5 enfants en bas âge. Et elle est toute seule, en fait. Et elle fait infirmière, elle fait la circulation des écoles, elle fait du ménage, elle est rarement à la maison. Elle travaille, elle survit, en fait. Ma mère, elle a survécu une bonne partie de sa vie. Et ouais, il faut s'imaginer tout ce cadre-là, en fait. Mère courage. Ouais, ma mère, ouais. Oh oui, on pourrait lui mettre tout plein d'étiquettes. En tout cas, on la salue là où elle est et on lui rend hommage. Tout à l'heure, on pourra revenir aux difficultés. Tu disais, donc tu avais des difficultés, tu avais aussi de la dyslexie. Oui. Alors, pareil, quand je demande à ma maman si on m'a vraiment diagnostiqué la dyslexie, elle sait plus trop, mais elle sait que j'ai vu, parce qu'en fait, compte, elle était tellement partout en même temps, que bah, du coup, elle sait que j'ai été voir l'orthophoniste, etc. Donc j'avais des difficultés, dans la graphie, etc., dans la compréhension aussi des choses, parce que je comprenais pas comme tout le monde, en fait. C'est surtout ça. Où je comprenais des sens dans plusieurs dimensions. Donc, du coup, je vais choisir une dimension, mais ce ne serait pas celle-ci. Donc, du coup, je ne comprenais pas les gens. En fait, j'arrivais pas à... C'est très complexe. Et pour revenir sur le manque affectif, je l'ai comblé par la suite. Hein. Je l'ai comblé moi-même avec l'amour que j'avais des uns et des autres, mes frères et sœurs, mes amis. C'est vrai que vous êtes soudés. Oui, on a toujours été soudés quand on était petits. On a toujours dit on est soudés, quoi. Là, je vais revenir sur un passage justement. Tu dis, page 104, « Aujourd'hui, avec beaucoup de distance, je sais pourquoi j'avais vraiment du retard sur certains apprentissages. Ce n'était pas à cause de ma dyslexie, même si elle est bien réelle, elle se corrigeait plus ou moins. Je pense que ce qui m'a retardé, c'est mon environnement familial et le traumatisme que tout enfant peut vivre, abandon du père. Le milieu familial a un impact certain sur le développement de l'enfant de l'élève. Je le répète souvent en disant que je suis chanceuse d'avoir une mère battante et aimante. » Voilà. Ah oui. Tout est dit. Tout est dit dans cette phrase. Tout est dit.
C'est fou. Ouais. C'est fou parce que même avec distance, quand on s'écoute, enfin, ce qu'on a écrit, et ça me fait un choc Ça, parce que, bah oui, ça parce fait que, vibrer. bah oui, ça me fait vibrer parce que effectivement, c'est ça en fait, c'est ça qui a été notre béquille. Mais heureusement qu'on a eu une mère courage, parce que c'est pas toutes les mères, hein. Il y en a beaucoup Bien qui sûr. abandonnent et par contre, je les juge absolument pas, hein. Je sais pas ce que c'est que d'être maman, mais ma mère, c'est vrai qu'elle aurait pu craquer, elle a pas craqué quoi. Non, mais Donc ouais, j'ai beaucoup de chance. c'est On a eu beau. beaucoup de chance. Ouais. C'est vraiment beau. Donc, l'école, donc la maîtresse, cette maîtresse dont tu parles, ne croit pas en toi, t'envoie quasiment au purgatoire. Bon, t'es C'est un peu jeune, ça. tu te dis, voilà, je fais ma vie. Et finalement, il s'avère qu'au collège, ça commence à mieux se passer. Et après, justement, c'est tout droit. C'est ça. Parce que t'as un déclic. J'ai eu un déclic. Il y a un enseignant qui a dit quelque chose et j'ai eu un déclic. Les fameuses notes qu'on disait à l'oral à l'époque, je sais pas si les gens se souviennent, Si, si, si. on disait à l'oral, hein. On Des disait fois, des fois même, on rigolait. Nicolas, non, 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 non. Et on attendait son prénom, on disait, oh, ils vont dire ma moyenne. Et moi, moi je venais de la primaire, donc j'arrive après, par la suite, j'ai fait le troisième, non, non, et puis après, j'ai fait CAP. Et c'est au CAP où là, je me dis, waouh, il va dire ma moyenne. Et en fait, je devais avoir une moyenne de 11 et des poussières. Bon, c'est très bien. Bon, c'est bien, c'est une moyenne, quoi. Mais je m'attendais pas à ça. Et en fait, la personne me dit, Raphaël, telle moyenne, il dit, mais quand même, sans me regarder, hein, mais quand même, peut mieux faire. Largement mieux faire. Bref, il dit un truc comme ça. Moi, je lève la tête, je dis, pourquoi il dit ça? Moi, à l'époque, j'avais 15-16 ans, hein. Une personne qui croit en moi. T'avais besoin de En ça. plus, c'était un homme. Tu vois, là, je viens de faire le déclic. C'était un homme en plus. Et je me dis, waouh! Tu Bah, sentais que t'avais besoin de ça. Probablement, les élèves, ils attendent que ça aussi. Qu'on leur dise que quand ils font bien, pas tout le temps qu'on pointe leurs difficultés. Au bout d'un moment, est-ce que c'est vraiment une difficulté ou Ouais. c'est leur personnalité? En fait, c'est ça qui est aussi ambivalent. Et donc, depuis ça, déclic total. Et c'est là où j'ai commencé à être première de classe. Première de classe. Alors que j'étais une élève en difficulté. 2 ans de retard. En plus de ça, c'est hallucinant quand même. Ouais, c'est Hallucinant. comme quoi des fois ça tient à rien. Hein. Il suffit juste d'être à l'écoute de l'élève, empathique, lui dire qu'il va réussir s'il a envie de réussir. Oui, tu es différent parce que tu es comme ça, tu penses comme ça, mais c'est ce qui fait ta force. En fait, on a besoin d'encouragement, quoi. C'est ça. Plutôt que des cases qu'on doit remplir, des compétences et des sous-compétences que l'élève doit absolument remplir. Ça, c'est l'éducation nationale, bonjour, quoi. Mais l'élève, c'est un humain, en fait. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Mais Raphaël, Oui. tu as eu plusieurs vies dans une vie. Oui. Parce que voilà, il faut rappeler, là, on est là. Tu as été aide-soignante, tu es infirmière, tu as été professeur des écoles. Donc, tu as eu un master MEEF. Oui. Tu as réalisé 2 films. Ouais, plusieurs, des petits. Et ouais, effectivement. Donc, déjà, voilà, ça fait déjà beaucoup. Ma question est, est-ce que tout ça, là, par rapport à ton titre, je me réfère à ton titre, est-ce que pour toi, tout ça, c'était une quête de soi ou une affirmation de soi, tout ce que tu as fait? Est-ce que tu voulais prouver ou te prouver à toi-même? C'est une très grande question et je pense que j'avais besoin de me le prouver. Mhm. Parce que malgré tout, je suis quelqu'un qui a beaucoup mis mes projets en avant. Et il y a eu des moments où, là, ces dernières années, j'ai eu besoin de me retirer de la lumière. J'avais besoin d'être un petit peu tranquille, de me reposer, de prendre un peu, pas des vacances, mais me poser l'esprit. Donc je pense que je voulais me le prouver à moi-même. Même si j'affichais en disant ouais, j'ai réussi, j'ai fait ça, 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 ça. Mais en fait, c'est vraiment à moi-même que j'avais besoin de me prouver. La petite de 4-5 ans qui a tout d'un coup plus de papa, qui a dû, avec sa mère, on a dû se débrouiller dans la vie. C'est cette petite fille à qui j'avais envie de prouver qu'elle pouvait réussir. Donc c'est vraiment à moi-même que j'avais besoin de me prouver à moi-même. Et si tu devais parler à cette petite fille, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Je lui dirais, t'as bien fait de te battre. T'as bien fait de te battre, mais maintenant, relax. Hein. Relax, t'es pas obligé de te mettre autant de pression, parce qu'on n'est pas obligé de se mettre de la pression. Hein. Sincèrement, c'est ça qui est pas bon, en fait. Mais tu es bien comme tu es. Mais si t'as envie de faire des projets, c'est top. Fais-les avec passion, mais te mets pas de pression, surtout pas. Mais oui, je suis fière d'elle. Hein.
Et tu penses Fière qu'elle de moi, quoi. tu penses qu'elle te dirait quoi? Tu penses qu'elle, elle te dirait quoi en te regardant comme ça? Bah, la petite, à l'époque, elle croyait, malgré qu'elle allait à fond, elle Cette croyait petite pas. sur la couverture, là. Ouais, bah, je lui dirais. Ouais, je pense qu'elle me dirait ouais, j'y crois pas que t'as fait tout ça. Parce que bah, même si j'avais ce mental, parce que ma mère me l'a transmis, je pouvais pas imaginer tout ça, en fait. Et justement, le fait d'avoir des difficultés comme ça, peut-être que les gens de ta famille s'en apercevaient. Là, quand ils te voient aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Oh, mais les gens de ma famille, ma mère, mes frères et sœurs, Mhm. oh, ils ont toujours été fiers. Enfin, on est tous fiers les uns des autres. Ils m'ont toujours encouragée. J'ai vraiment eu, franchement, ma grande sœur, elle m'a toujours encouragée, ma mère m'a toujours encouragée, mes frères et sœurs aussi, hein. Même si on avait chacun nos petits trucs à nous, on savait que ils étaient derrière nous, ils nous soutenaient, puis ils m'ont toujours dit, en tout cas, waouh, on est fiers de toi. À chaque fois, waouh, le parcours que tu as, j'ai toujours eu que des bonnes vibes de ma famille. Ah, il faut. Ouais, ouais, vraiment. Excuse-moi. Et justement, je vais revenir sur un point, parce que tu disais tu étais différente. Mm. Qu'on pensait que tu étais, la maîtresse ou les maîtresses pour toi, tu étais limite une cancre. Mm. Et finalement, il s'avère que tu es plutôt haut potentiel. Oui. Et je pense, bah, je sais que mon grand frère, on lui a diagnostiqué quand il était petit. Mhm. Donc c'est Willis. Martin, j'en suis persuadée aussi. Ma grande sœur, bah, moi je pense que c'est une hypersensible aussi. Et mon petit frère aussi. Et ma mère, bah, d'autant plus. Mais bref, oui, effectivement. Finalement, on m'a placardé c'est un enseignant qui m'en a parlé à la fac quand j'étais en master. Et qui m'a dit mais vous êtes zèbre en fait. Je lui ai dit mais c'est quoi ce truc? Il m'a dit bah, je vous laisse découvrir, rentrez chez vous, je vous laisse découvrir. Et donc je suis allée voir sur internet, zèbre, j'ai vu des vidéos. Et en fait, au début j'ai rigolé parce que je me suis dit ah bah non, non, c'est pas possible. Et en fait après je me suis mise à pleurer. Et je crois que pendant 3 jours j'étais vraiment entre la joie et la compréhension de pourquoi je réfléchissais comme ça, pourquoi j'étais si différente en fait. Et j'ai compris que... Tu peux expliquer un petit peu ces zèbres, justement, ce que c'est? En fait, c'est des gens qui ont une hypersensibilité Mhm. émotionnelle, ça peut être intellectuel aussi. Et en fait, c'est des gens qui vont ressentir les choses fois 1000, qui vont forcément se sentir en décalage parfois avec les autres. Parce que justement, ils vont être vus comme oh, t'es trop sensible, je sais pas trop comment. T'es fragile. T'es fragile, alors que en fait, pas du tout, puisque bah, je peux peut-être paraître fragile, mais pourtant j'ai une force qui vient de ma mère. Et voilà. Et donc, du coup, bah, oui, je pense qu'on est vus comme des tout petites. Je sais pas comment dire ça, mais des petits enfants, alors qu'en fait, pas du tout. Mais en fait, on réagit fois 1000. Mais après, on arrive à gérer toutes ces émotions-là. Par la suite, avec l'expérience, on les gère mieux. Et le fait d'avoir découvert ça, qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu as pu te dire, enfin, je sais pourquoi je suis comme ça. Ouais. Et tu as pu aussi te dire, bah, je me connais mieux, finalement. Voilà, bah franchement j'avais envie de dire à rien, mais je vais pas dire ça parce que c'est pas bien. Mais en fait c'est dans le sens où bah en fait oui en fait c'est parce que c'est moi en fait. C'est ma façon d'être, ma personnalité. Je suis comme ça, j'aime bien être dans la lune. Parfois je suis dans la lune et j'assume totalement ma personnalité. Parfois je vais être hyper dynamique et faire plein de choses en même temps. Les gens ils vont pas comprendre pourquoi je suis sur plusieurs projets en même temps, mais j'assume ce que je suis. Et du coup je m'éloigne de ta question, mais non, pas du tout. tu vois, ça c'est un côté d'hypersensible. Tu me poses une question, je te réponds brièvement pour te répondre ensuite, mais du coup je pars dans tous les sens, tu vois, en arborescence, et je ne sais plus la question que tu m'as posée. Tu vois, ça fait partie totalement des gens hypersensibles. Donc non, je demandais le fait de savoir ça. Est-ce que pour toi c'est le fait de mieux se connaître et le fait de savoir pourquoi finalement tu es comme ça? Et ben voilà, en fait j'ai compris pourquoi j'étais comme ça, et oui c'est bien parce que ça nous permet de mieux se connaître. Voilà. Et je vais revenir justement sur ton parcours un peu scolaire, parce que voilà, on dit que tu as eu le déclic. Donc après, tu es parti en CAP petite enfance, parce que les gens, enfin, ils ont dit, ouais, t'aimes bien les enfants, va en CAP petite enfance. Oui, t'as bien lu le livre. CAP petite enfance, donc après, tu excelles là-bas, BEP, ensuite, je crois, première adaptation SMS, il me semble. Oui, exact, ouais. Après, tu passes le bac, tu l'as au rattrapage. Oui.
Apparemment, tu vas faire une virée avec des amis. Après, tu viens, tu vois ton nom, tu es super contente. Je crois que tu appelles ta mère, etc. Ouais, je me rappelle avoir appelé ma mère. Voilà. J'avais le bac. Et après, justement, tu te lances dans les études d'infirmière. Donc, Oui. on en a parlé tout à l'heure, les stages, etc. Et quand tu rentres dedans, en fait, tu te rends compte, comme tu le dis si bien, que tu devais défendre les conditions de travail des soignants. Et justement, ça t'a amené à rencontrer des politiques par rapport à ça. Oui. Est-ce qu'on peut y revenir, s'il te plaît? Bien sûr, c'est vrai que voilà, l'hypersensible, faut toujours qu'il se mette dans un truc, un projet, et puis du coup, En mission. c'est ça. En fait, je me suis sentie tellement concernée parce que du coup, j'ai fait l'école d'aide-soignante et ensuite j'ai fait l'école d'infirmière. Donc, je me suis sentie, quand j'ai vu tout ce qui se passait et que finalement, j'avais l'impression, je me disais, mais j'ai envie de faire partie de ces soignants qui défendent la profession parce que il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Il faut que ça se bouscule, quoi. Et effectivement, j'ai eu ce stage un peu difficile et tout. Mais même avant d'avoir ce stage difficile, je réfléchissais à réaliser un film sur les soignants. Je me disais déjà, plus tard, je réaliserai un film sur les soignants. Il faut absolument que je le fasse et tout. Et donc, il y a eu ce stage à 4 mois du diplôme qui est difficile. Et donc, 2 ans plus tard, donc, j'ai voulu l'écrire. Et effectivement, donc, ça a fonctionné tout de suite. Ils ont à peine fait des impressions. En précommande, il n'y avait plus de livres. Donc, lors de la sortie, il n'y avait plus de livres en stock. Donc, ils ont dû réimprimer des livres. Ça a été très vite. Et l'Élysée a appelé l'édition. Et donc, j'avais eu je ne sais plus quelle personne de l'Élysée. J'étais là à ce moment-là. Donc, voilà, l'éditeur m'avait passé une combinée. Ok, je me dis, d'accord. Oui, donc vous allez être invité. Donc, j'avais reçu ensuite une invitation et tout ça. Et donc, j'avais été reçue par Marie Fontanelle à l'époque. J'imagine quand même la personne, la petite. Conseillère directe. La petite qui était là, oui. limite sur le côté, tout ça. Et là, elle est reçue à l'Élysée. Ouais, c'est incroyable. C'est vrai que c'est pour ça qu'il faut croire en soi. Il faut vraiment, c'est ça dès le début, quand on est petit, il faut dire aux enfants, il faut leur apprendre à s'aimer et à croire en soi. C'est hyper important parce qu'on peut faire tellement de bonnes choses quand on croit en soi. C'est fou quand même. Donc oui, effectivement, je me retrouve à l'Élysée et on parle des conditions de travail des soignants, donc aides-soignants, infirmiers, ASH, etc., toute l'équipe. Et ensuite, on a discuté également de ce qu'on pouvait mettre en place pour les formations. Parce qu'en fait, elle me disait, à cette époque-là, qu'ils perdaient un nombre d'élèves, d'aides-soignants et infirmiers. Donc, elle disait, qu'est-ce qu'on peut faire pour redynamiser tout ça la question que j'ai répondu sur le fait, la première réponse que j'ai donnée, c'est déjà améliorer les conditions de travail des soignants. Ça va attirer tout de suite les étudiants. Enfin, bref, après, on a discuté pendant plus de 2 heures sur plein de choses. Mais vous voyez, aujourd'hui, apparemment, il y a la dernière enquête de la FNSI qui est sortie. Et apparemment, je ne l'ai pas encore lu, il faut que je la lise. Et apparemment, le bien-être des étudiants a encore, le chiffre est encore plus bas qu'il a été il y a 2-3 ans. Donc, il faut faire quelque chose, s'il vous plaît. Faites quelque chose là, parce que pas lâcher cette profession-là. Mais justement, c'est bien ce que tu dis, parce que tu dis, j'ai réalisé un projet pour alerter une fois de plus sur nos conditions de travail pour financer mon long métrage sur les soignants. Oui. J'ai effectué le tour des hôpitaux de France à pied. Je l'ai fait en plusieurs marches. Pour la dernière, je suis parti le 24 avril 2023 du Palais de l'Élysée et j'ai rejoint le Palais du Festival de Cannes en 29 jours. Toutes les marches sont reliées des hôpitaux afin de pouvoir rencontrer des collègues sur le plan national et comprendre les enjeux de chaque établissement, prendre le positif et les axes d'amélioration. Tout cela dans le but de faire évoluer les choses. Hypersensible, bonjour. C'est encore une dimension, là. Non, mais vraiment, j'avais plus de 30 ans aussi, là, bien sûr. Et que fait une femme de 30 ans toute seule avec un sac à dos et son chien faire le tour des hôpitaux de France au lieu de faire comme tout le monde, d'avoir un foyer, un compagnon, des enfants. Moi, l'hypersensible, il faut qu'elle fasse des Mais projets. Comment te vient l'idée justement de dire je vais faire les tours des hôpitaux pour financer mon film? Pourquoi justement marcher de l'Élysée, Paris, jusqu'au Festival de Cannes, sud-est. 29 jours. Ça, c'était la dernière marche. J'en ai fait plusieurs. Et la dernière, c'était effectivement le Palais de l'Élysée, où j'avais été reçue par France 3. Il y avait Femmes Actuelles, il y avait plein de journalistes. Je ne m'y attendais pas du tout. Ils étaient tous là. Et en fait, je suis partie du Palais de l'Élysée, parce que pour moi, c'est symbolique. Je m'adresse à vous, le gouvernement. Parce que nous, les soignants, on aimerait que ça change, en fait. Et d'ailleurs, maintenant, c'est les patients, parce qu'on a beaucoup de témoignages de patients maintenant qui fuitent dans les réseaux sociaux. Donc, on sent bien que maintenant, les gens, ils vont un petit peu aider les soignants et être avec nous. Et en fin de compte,
Et arrivé au Palais du Festival de Cannes, parce que j'adore le cinéma, j'adore écrire, j'adore les scénarios. Et donc, du coup, j'ai ce projet de faire ce film, même si là, je me suis mis en stand-by pendant quelques années, j'en avais besoin personnellement. Et donc, c'est symbolique dans le sens où un jour, je réaliserai tout ça. Et ce film sur les soignants. Et voilà, et c'était incroyable parce que c'était une quête à la fois d'une soignante qui souhaite défendre les conditions de travail et en même temps, ça a été une quête de soi. Donc là, je suis en train d'écrire ce livre actuellement. Voilà. Il y a une prochaine fois alors. Voilà, c'est ça. Exactement. Et pour ça, pendant des années, j'ai un peu profité pour moi personnellement, dans ma vie privée, on va dire. Bien sûr. Et ça fait du bien aussi, et c'est important. Et puis aussi parce que j'avais besoin de me retirer un petit peu. Parce que justement, ce tour des hôpitaux de France, ça a été une longue marche. Il faut s'imaginer que je marchais tous les jours. Je dormais sous ma tente. Des fois, il pleuvait. En fait, ça a été un chemin de croix aussi. Ça a été un chemin de croix. Je ne m'y attendais pas. Mais en fin de compte, j'ai aussi trouvé quelque chose. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même, ça? Je me suis dit, des fois, il y a des jours où j'étais sous la pluie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu fais tout ça? Et j'ai Là, tu me fais penser à Forrest Gump. Hein. Je lui ressemble, je pense. Et j'assume totalement. Tu vois, quand il court, il s'arrête, il se dit là, ça y est, je suis fatigué. Mais pourquoi t'as couru en fait? Mais c'est ça. Mais c'est totalement ça. J'avais jamais fait le lien. Et ouais, merci pour cette image. C'est tout à fait ça. Et en fait, j'ai compris. Et là, c'est un autre versant de la vie, de la foi. Il y a aussi ça. Moi, j'ai foi en quelque chose de plus grand au-dessus de nous. Et en fait, compte, j'ai compris certaines choses. Ça aussi, ça fait partie finalement de mon parcours, de ma thérapie. Initiatique. Mais bien sûr. Et en fin de compte, ça a été une quête de soi-même, en fait, de faire cette marche. Qui se décide, à part des personnes qui se mettent sur les réseaux et qui font des trucs comme ça. Mais effectivement, oui, ça m'a permis de penser à des choses personnelles. Mais il y a ce projet de livre, là, et c'est pour ça que j'ai eu ce besoin de quête pour moi-même. Quand je suis rentrée, ça m'a fait bizarre de revenir à une vie normale, entre guillemets, et alors que j'étais dans la nature pendant longtemps, pendant plusieurs jours, ça m'a fait trop bizarre. Il y avait un décalage, donc j'avais besoin de temps pour moi. Et là, je pense que tu n'es même plus dans la quête de toi, là, dans l'affirmation de soi. Là, je pense que tu as passé une étape. Totalement. Bah ouais, je pense, hein, parce que tu te connais quand même assez bien. Ah oui, maintenant, oui. Oui, maintenant, je me connais bien. Mais c'est vrai qu'en tout cas, qu'est-ce que... Franchement, quand tu lis, elle a marché, etc., tu te dis, mais... Pourquoi tu fais ça? Je l'ai eu ce moment, hein. Sous la pluie. Il y a eu des moments où il y avait tellement une pluie torrentielle, j'étais trempée. Mon chien, lui, ça allait parce que j'avais ma cape, j'avais un sac, il était protégé de la pluie, il avait son manteau. Mais moi, j'étais trempée. Et à un moment donné, j'ai regardé le ciel, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Pourquoi je suis là? Enfin, vraiment, je me suis énervée. Et tu te poses là sous la pluie et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Là, il y a quelque chose, une dimension spirituelle. Non, mais tu vas... On se la prend en pleine face. Non, mais tu vas au bout de tes démarches. Et moi, je trouve ça respectable. Même en parlant de démarches, justement, tu en as parlé, on va y revenir dessus, tout ce qui est cinéma. Oui. Donc, à un moment donné, il y a un festival où vous avez 24 heures pour constituer une équipe, écrire un scénario, réaliser et le monter. Donc, Festival Turbo Film, il s'avère que tu obtiens 2 prix. Donc, au début, tu obtiens un premier prix, donc meilleure actrice, t'es surprise, etc. Limite, c'est moi qu'on a appelé. C'est incroyable. Et finalement, tu y vas, tu penses que tu te rassois, meilleur scénario, tu y retournes. C'est ça. Incroyable. 2 prix. Incroyable. Je m'y attendais pas du tout. D'ailleurs, c'est Turbo Film, c'est présidé par Franck Daudin, qui est sur Reims. Et je le remercie d'avoir créé cet événement. Parce que je pense que ça aide beaucoup, beaucoup de jeunes sans qu'ils le sachent. Et moi, il m'a beaucoup aidé. C'est l'expérience qui restera gravée dans ma vie, même si un jour, admettons, j'aurai un truc dans le cinéma, admettons, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Et c'est l'expérience qui m'aura le plus marquée. Et oui, je m'y attendais pas du tout. Déjà, meilleure actrice, je me suis dit, non, il manquait juste une personne dans le film, donc j'ai fait la personne. Il n'y a pas de hasard dans la vie, tu sais. En fait, j'étais là, non, c'est pas moi. Et en fait, j'avais un manteau d'une amie, et sa fermeture, elle restait quoi. Alors moi, j'étais là, oh mince. Et du coup, j'y suis allée avec le gros manteau, la capuche, j'avais l'air ridicule. Donc j'étais surprise, je savais plus où j'étais. Et je me rassois, je me dis, c'est bon. Alors, l'hypersensible qui est complètement sous les émotions, je reprends sur moi et tout. Enfin, je prends sur moi. Et là, j'entends encore mon nom pour meilleur scénario. Oh, puis là, je me dis, mais non, il faut que je redescende là.
Et je crois que là, j'ai réussi à enlever le manteau. Et j'y croyais pas, toujours pas. Ah ouais, non, mais c'est... Et ça m'a donné une force pour continuer, en fait. Non, mais moi, justement, la question que je me pose, c'est... T'as toujours écrit des scénarios ? Bah oui, j'ai retrouvé des livres où j'avais 11 ans, des cahiers où j'écrivais des scénarios. Alors, pas toujours rose, mais j'écrivais des scénarios parce que c'était en lien avec ma famille, le fait que j'avais pas de papa et tout ça. Mais sinon, j'écrivais. Ouais. Et comment justement, on passe de l'écriture de scénarios, entre guillemets, comme ça, à je vais aller jusqu'au bout ? Bah, je pense qu'en fait, c'est dès qu'on rencontre des personnes bienveillantes et qui vous disent juste une petite phrase, un petit mot, et qui vous donne, ça vous donne des papillons, d'un coup, vous avez une force. Elle se multiplie par 1000 et vous dites, ah bah c'est possible alors. Et à partir du moment où vous dites, ah bah c'est forcément possible, donc je peux y arriver, et bah c'est ça qui te donne le déclic et t'as envie de le faire, quoi. Puis même, déjà de base, t'as envie de le faire, et ça te donne encore plus d'envie, en fait. Donc toi, tu vas au bout de tes pensées. Généralement, ouais, je vais toujours au bout de mes pensées, même si parfois ça peut mettre beaucoup de temps. Vous savez, pour le long métrage, ça fait des années que je le dis. Et encore aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que j'annonce à tout le monde que je fais plus le long métrage ? Ou je me dis toujours, parce que bah, forcément, j'ai pris du temps pour moi. Et en fin de compte, non, je sais que j'irai jusqu'au bout. Et peu importe le temps que ça mettra. Et juste derrière, tu es sur le projet du film Quand vais-je te revoir ? Ouais. Avec une petite mésaventure. Oui. Avec le producteur qui voulait un peu contrôler. Ah oui. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut y revenir ? Oui, effectivement, je vais pas donner le nom, mais lorsque j'ai gagné des prix, j'ai un producteur qui est venu vers moi, qui m'a demandé si j'écrivais. J'ai dit que oui, j'étais sur un projet d'un film, donc Quand vais-je te revoir, un court-métrage de 20 minutes. Et en fait, au début, je travaillais avec lui, parce qu'il a lu, il me semble que je lui avais donné, il l'a lu, je crois que c'est ça, où il m'a dit, je vais le lire, et du coup, il m'a dit, je veux travailler avec toi. Donc moi, j'étais super naïve, très contente, je me lance dedans et tout. Et donc, au fur et à mesure, en fin de compte, au moment où j'allais bientôt faire le tournage, je me rends compte qu'il y a des contrats et que ces contrats, en fait, tout lui revient. Tous les droits. Donc, voilà. Donc, moi, je suis naïve, mais pas à ce point non plus. Hein. Je sais que je suis parfois dans la lune, mais et en fin de compte, je me réfère à des personnes de l'équipe de tournage qui, eux, ont l'habitude. Et j'ai un ami qui appelle une amie à Lille et qui faisait du roller à ce moment-là et qui dit « Ah non, faut absolument pas qu'elle signe ». Et en fait, ça m'avait complètement perturbée, donc j'ai tout arrêté. Donc j'ai prévenu la région, parce qu'on avait eu des subventions de la région, mais c'est pas nous qui les avions, c'était lui qui les avait. Et en fin de compte, on a tout arrêté, on a prévenu la région, et tout s'est arrêté, et du coup, tout s'est écroulé pour moi. Je me suis dit, mais mince. Et en fin de compte, quand je l'ai annoncé aux acteurs principaux, ils m'ont dit, ah mais nous, on te lâche pas. Ah bon ? Je leur ai dit, mais tout se casse la gueule, et vous me lâchez pas. Bah non. Et là, c'est à ce moment-là qu'on se dit, attends, les gens, ils sont prêts à te suivre, alors que toi, tu te dis, mais j'ai plus rien, en fait. Et en fin de compte, j'ai travaillé en tant qu'infirmière, j'ai beaucoup travaillé, j'ai mis de côté, et j'ai financé mon court-métrage toute seule. Je l'ai autoproduit avec tout le monde, du coup, on a fait ce film tous ensemble. T'as pas douté ? Je me laisse jamais le doute. Le doute, pour moi, c'est pas bon. Non, je doute pas. C'est pas bon le doute pour toi ? Pour toi, ou c'est pas bon en général ? Je pense que c'est bien de douter, mais pas trop non plus, parce que plus tu doutes, plus tu nourris ce doute. Et plus tu nourris ce doute, plus tu nourris des peurs et des craintes, et tu te mets des barrières, en fait. Donc, il faut pas nourrir tout ça. Il faut nourrir surtout l'espoir et l'envie et le désir. Ça met... Donc, jusqu'au bout, en fait, moi, j'y crois, sans m'imaginer que ça peut être possible, même si je suis dans le possible. Et c'est une fois que j'y arrive, que j'ai un pied dedans, je me dis, waouh, que je regarde derrière, je fais... Ah, j'ai trop fait de me mettre des œillères et d'aller à fond. Non, mais t'as raison. Et le film, il parle de quoi, en fait, le film ? Quand vais-je te revoir ? C'est une histoire d'amour. C'est deux personnes qui se rencontrent dans un train. Et du coup, il y a des aventures entre eux, etc. Et puis, à la fin, il y a une chute. Donc, je peux pas dire si les gens l'ont pas vu. Oui. Mais du coup, c'est surtout principalement une histoire d'amour. Une rencontre inattendue. Est-ce que ce titre-là n'a rien à voir avec ton histoire à toi, familiale, le titre ? Non, j'avais jamais fait le lien. Non, absolument pas. Ok. Non, mais c'est intéressant.
C'est hyper intéressant, mais non, pas du tout. Pas du tout. Ah ok. non, pour le coup, C'est pour ça là. que je t'ai demandé. Mais c'est intéressant, ouais. J'ai failli me lancer dans une explication. Ouais, Et ça, t'aurais je pu. dis, J'ai compris. explique-moi la thématique du film. C'est pour ça que j'ai failli te dire, est-ce que ça a un rapport Avec mon père, Ouais. mais pas du tout. Ah Ok. non, 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 pas du tout, parce que bon, bah, quand vais-je te revoir De toute façon, après, vous vous êtes revus déjà. Tu le dis Oui, là, je l'ai c'est quand t'avais rencontré. 17 ans, mais ça s'est pas forcément bien passé. Bah, c'était particulier, hein. J'avais Mhm. jamais rencontré mon père, vraiment. Donc, c'était particulier de voir un homme qui était mon père, et du coup, bah, je savais pas trop comment faire avec lui. Donc, et puis, bah, quand on est habitué à avoir l'amour de sa maman et qu'elle soit toujours là, on n'oublie jamais ça, hein. Donc là, plus de rapport. Avec Toi, mon ouais. papa? Ouais. Enfin, avec mon père, enfin, je dis papa, mais c'est pas un papa. Un papa, c'est quelqu'un qui est présent. Avec mon. Je vais pas dire ce terme-là, parce que ça peut être très dur de dire. Mais avec mon père, Mm. non, parce que. Non, non, j'ai pas de contact avec lui. C'est très compliqué, même mes frères et sœurs, ils n'ont pas forcément de contact avec lui. Ça a toujours été quelqu'un qui était. Qui finalement est là, mais n'est pas là, quoi. Donc. Ouais, vous préférez rester comme ça, vivre comme vous avez toujours vécu. Ouais, après, je sais pas si je suis fermée à pouvoir le revoir un jour. Mais bon, il doit être âgé aujourd'hui, donc. Puis je me suis là du coup j'y pense. Quand j'étais plus jeune, je me disais ah bah, est-ce que lui il a l'envie? Faut pas que ça vienne que de moi. Et mais bon, je sais pas si c'est une envie en tout cas aujourd'hui. Mais t'as des nouvelles à travers d'autres gens, non? Non, même pas. Même pas? Ah Ok. non, non, non. Ah non, c'est vraiment ma mère, c'est le pilier, hein. Ok, Mm. ok. Et pour revenir justement à quand vais-je te revoir, t'as dit que t'étais en train d'écrire le roman. T'es dessus là? Ouais, bah tu vois, c'est ça l'hypersensible, c'est qu'elle part dans un projet et elle va dans tous les projets. J'ai plein de livres en cours en fait. Donc là, le prochain, ça va être mon tour des hôpitaux de France. Mais oui, le roman, il est commencé. Il est dans un coin de mon ordinateur, quoi, en fait. Le roman. Et j'aimerais le faire et c'est sûr, je vais le faire. Il faut. Parce qu'il y a plein de choses à dire dans cette histoire d'amour. Et le long métrage, justement, tu l'as mis de côté pour l'instant. Bah oui, mais il est terminé, hein. Ok. Il est terminé en fait et je rechange certaines choses parce que j'ai pas envie que le long métrage s'appelle comme le livre. Du coup, j'ai pas envie de dire le titre, mais il s'appellera pas comme ça. J'ai changé beaucoup de choses et ça sera pas du tout l'adaptation. Comme du le livre. Quel livre? Mon premier livre, sorti en septembre 2018. Ah, Voilà, bah oui. mon premier livre, en fait, ça sera pas le long métrage. Il est fait, mais je l'ai modifié un peu et il faut que je le remodifie encore parce que je veux pas qu'il soit l'adaptation de mon livre. Voilà, ça va être tout autre chose, mais ça sera un film sur les soignants. D'accord. Et là, on parlait de cinéma, mais ton premier amour, c'est le théâtre. Bah oui. Quid du théâtre? Pardon, je sais pas pourquoi je rigole. Mais oui, ouais. Bah, et c'est quoi la question? Quid du théâtre? Pourquoi tu fais encore du théâtre? Ou tu Ah te non, lancer? ça fait longtemps que je fais plus de théâtre. Mais pourquoi? Bah parce que j'ai fait plein de choses, je suis partie dans différentes choses, j'ai fait des formations. La formation d'infirmière, ça prenait beaucoup, même si pourtant je faisais du cinéma à côté. Hein. Mais non, j'en fais plus depuis des années. C'est vrai que des fois, ça me manque de pas être sur les planches. Mais des fois, je préfère être dans l'écrit, donc derrière, et réalisatrice, on est derrière la caméra en fait. Du coup, j'ai d'être devant en fait. Ah non, mais je me posais la question parce que tout à l'heure, tu disais que ça t'avait... Enfin, en tout cas, quand tu as découvert le théâtre, ça a été une révélation. Ah oui, une sacrée révélation. Le théâtre m'a aidé dans ma façon de m'exprimer. Le théâtre m'a aidé à m'enrichir en vocabulaire. Le théâtre, ça m'a permis de m'ouvrir aux autres, de prendre confiance en moi. Le théâtre, l'art, c'est quelque chose d'incroyable. Hein. Ça ouvre. Vous voyez, les enfants qui parlent pas beaucoup, qui sont dans leur coquille, et la seule question qu'il faut se poser, c'est pourquoi. Un enfant, il est jamais dans sa coquille comme ça. Hein. Bien sûr. Donc forcément, moi, j'ai des expériences à moi qui me sont propres, qui me sont arrivées que personne ne sait. Mais parce que voilà, j'ai dû combattre toutes ces choses-là. Mais du coup, l'art, je pense que ça aide énormément les enfants. Énormément, vraiment. Ah, c'est pour ça que tu Faut préconises à l'introduire. l'intérieur. Ouais, Oui, il faut l'introduire dans l'éducation nationale. Ouais, Hyper important. c'est vrai, t'as raison. Tout à l'heure, tu parlais justement de croire en soi. Et dans ton livre, à un moment donné, tu dis il faut croire en soi, parce que si on ne croit pas en soi, qui va croire en nous? À un moment, tu dis un truc comme ça. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est clair. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai. Quand on grandit dans la vie et qu'on devient des adultes, qui fera les choses à notre place, en fait?
On se rend compte, pas qu'on est seul, mais on se rend compte que tout doit être bâti par nous, en fait. On n'aura pas forcément, même si moi j'aime beaucoup être présente, voilà, pour mes patients, être présente pour ma famille s'ils avaient besoin, mes amis, etc. Il faut toujours se dire que dans la vie, les gens ne seront pas forcément présents pour toi, hein. Et donc il faut déjà croire en toi et avoir une certaine confiance en toi pour faire les choses. Non, mais Faut pas attendre que quelqu'un croie en toi. Si j'avais attendu que mon père un jour vienne me donner de l'amour, bah non en fait. Ah, c'est ça. Ah bah oui. Parce Donc, que je me suis donné de l'amour parce que sinon. il faut s'aimer avant tout, hein. Faut apprendre à s'aimer. Parce que si tu t'aimes pas, justement, même si la personne qui est en face de toi ou autre te donne de l'amour, ça changera rien. Exactement. Et pour en revenir justement au théâtre, moi aussi je suis en arborescence. Je l'avais senti. Tu dis la scène, presque ta raison de vivre en fait, passion de l'écriture, jouer des personnages. C'était ça en fait le théâtre pour toi. Ouais, parce que je jouais des personnages. Et je me souviens, je sais pas si ma mère s'en rappelle, j'aimais trop, pas inventer des trucs, mais j'aimais trop être dans mes personnages. Quand j'ai arrivé chez moi, je customisais les chaises que j'avais à Mézy quand on vivait à Mézy. Parce que voilà, j'aimais ce côté de théâtre un peu. Ouais, on pouvait être tout, en fait. On pouvait se sortir de son quotidien et être dans n'importe quel environnement. Et en fin de compte, ça me permettait de ne pas voir forcément ce que j'avais pas envie de voir. Mais je crois qu'à un moment donné, tu le dis dans ton livre, tu dis qu'en gros, t'aimes bien le cinéma et en fait, en gros, t'as eu plusieurs rôles, toi, dans ta vie, à toi. Oui. Donc, comme je disais, t'as été aide-soignante, infirmière, animatrice, professeure, actrice, réalisatrice. Et moi, je résumerais ça comme quelle formule. Toi, t'es actrice de ta vie, t'es pas spectatrice. Ouais, totalement. Et à partir du moment où je le deviens, spectatrice, je me dis, oula, là, je suis spectatrice. Ah, attention, on n'a qu'une vie, elle est courte. Il faut savoir vraiment l'utiliser comme on a envie. Parce que moi, je ne ressemble pas à tout le monde et c'est mon choix, en fait. Je suis très bien comme je suis dans ma vie. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde ou comme la société nous dit de faire. Et en fait, quand on est actrice de ses propres choix, quand on ne subit pas les choix par la société, par exemple, ces femmes qui disent « Ah ben à tel âge, il faut que j'ai des enfants, à tel âge, il faut que je ceci, cela. » Et en fin de compte, au bout du compte, bah, ou pas, hein, ça dépend des gens, mais elles se rendent compte, les personnes, qu'en fait, elles ne sont pas forcément heureuses. Parce qu'elles ont fait des choix qui ne faisaient pas partie de leur propre choix personnel, vraiment. Donc oui, il faut être acteur de sa vie, absolument. C'est imposé. Oui. Et est-ce qu'il faut toujours que tu fasses plusieurs choses à la fois ? Oui, bah ça, oui, je suis un peu comme ça. Je suis un peu freinée, là, ces 2 dernières années, pour me reposer l'esprit. Parce que c'est fatigant d'être hypersensible. Hein. Vraiment, c'est fatigant. Mais oui, parce que il suffit que voilà, j'ai un petit coup de boost et hop, ça me refait partir dans mes trucs. Ah oui, non, mais totalement. Hein, les personnes qui me connaissent, elles acquiesceraient. Mais oui. Mais justement, toi, t'as une notion de la liberté particulière. Toi, c'est ta raison de vivre. Absolument. La liberté, c'est hyper important de se sentir libre, totalement. Il y a des moments où, on le sait bien, on est dans cette société, mais on n'est pas forcément libre parce que quand on est tout de suite destiné à travailler plus tard dans la société pour faire de l'argent. Donc, je vais un peu loin dans ma façon de penser, mais c'est comme ça que je pense. Et cette prison-là, quand je la ressens, moi, j'ai besoin de m'en sortir et d'aller vers la nature, justement. C'est pour ça que j'ai aussi fait cette marche, je pense, pour me retrouver avec vraiment l'essentiel de la vie, en fait. Et pas tous ces codes sociétals qui nous disent il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci pour être heureux, il faut faire ci. Non. En fait, moi, j'ai juste besoin de me retrouver dans la nature et d'être bien, d'être en accord avec moi-même. Et je me sens très bien comme ça. Je me suis éloignée, je pense, de ta question, encore une fois. C'est bon. C'est bon. On est bon. Et là, qu'est-ce qui te motive ? Aujourd'hui ? Ouais. Waouh ! C'est une grande question, ça. C'est ça. Qu'est-ce qui me motive là, ce qui me vient vraiment tout de suite ? Qu'est-ce qui te motive ? Parce que tu as fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qui te motive encore ? Avant tous mes projets ? Ouais.
la vie, Dieu. J'ai foi. Donc, c'est ça qui me motive. C'est la lumière qui me motive. Ça me motive pour tout. La spiritualité. Très, très bien. Et justement, C'est peut-être la vieillesse qui fait ça. Non, je rigole. non, vraiment, sincèrement, c'est la spiritualité. Je vais revenir sur un passage, page 190. Tu dis, aujourd'hui, je suis arrivé jusque-là. Toutes ces années ont été, pour moi, un challenge et probablement une thérapie personnelle. Je suis arrivé au bout. Donc, on va s'arrêter là. Donc, c'est un peu ce que je disais. C'est la quête de soi, finalement. Et parce que quand tu dis, je voulais me prouver à moi-même, mais tu dis bien, te souviens-tu de moi, maîtresse? Tu parles, tu lui dis, en gros, voilà, tu pensais qu'il y avait les diplômes, etc. Regarde où j'en suis aujourd'hui. C'est que quelque part, Oui, même c'est si vrai. tu le dis pas, tu veux quand même lui prouver que Oui, tu as eu bien tort. sûr. Oui, ça, c'est vrai aussi. Oui, bien sûr. Oui, j'ai voulu me le prouver à moi-même Hum, déjà. hum, hum. Ça, c'est certain, en premier lieu. Mais oui, j'ai voulu le prouver aussi à ma maîtresse, quelque part. Oui, on revient à la Ouais. question de tout à l'heure, à ma maîtresse, aussi peut-être à ma mère. Mais j'avais aucun doute là-dessus, parce que je sais que ma mère elle croyait en nous. Donc, on n'avait pas besoin de lui prouver quoi que ce soit. Elle était fière de nous. Et justement, je reprends, je dis, je suis enfin arrivé au bout. Qui sait vraiment ce que je ferai demain, ce que je deviendrai? Personne, pas même moi. Je crois en la vie et comme mon chemin tel que je l'entends, en fonction de mes désirs, de ce que je ressens, en respectant mon corps et ma santé. Ce n'est pas une chose que l'on m'a apprise à l'école. Je me la suis accaparée car je suis libre de faire ce qui me plaît pour ma vie. Quand je m'écoute avoir écrit ça, je me dis waouh! Et c'est tout à moi. Ah, c'est toi qui as écrit, hein? Bah oui, mais c'est tout à fait ce que Là, je c'est ressens juste que encore tu as un autre aujourd'hui. narrateur qui parle. Ça fait bizarre de l'entendre en fait. Mais oui, c'est tout à fait ce que je pense aujourd'hui et je le souhaite à tout le monde. Vraiment, je le souhaite à tout le monde. C'est ça. C'est... C'est beau, hein. Je me sens Merci. encore une fois pas en phase avec la société, mais je vis en essayant de faire du mieux que je peux. Je suis heureuse quand je suis dans l'écriture, je suis heureuse lorsque je crée, je suis heureuse lorsque j'écris des scénarios pour en faire des films, je suis heureuse lorsque je rencontre des personnes intéressantes et tellement différentes. Je suis heureuse dans le partage, je suis heureuse dans la collaboration, je suis heureuse lorsque je suis dans mon imagination, ma création comme je l'étais étant enfant. Je suis heureuse en étant moi-même. Oui, c'est ça. En Ouais. étant moi-même, exactement. Parce que je suis unique comme tu es unique, Audrey, et comme tout le monde est unique. Donc, C'est certain. donc t'estimes avec cette dernière phrase que t'as longtemps pas été toi-même. Ouais. Bah oui, probablement. J'ai été moi-même, mais j'ai dû m'intégrer dans la société. J'ai dû pas me camoufler, mais faire en sorte que je rentre dans les codes, même si j'y étais pas dans ma tête, mais j'y étais physiquement pour faire plaisir, et puis parce qu'il fallait se ranger. Mais mine de rien, mon esprit, il est autrement que la société. C'est sûr. Et un autre passage, être arrivé jusqu'ici m'a fait prendre conscience une bonne fois pour tous ce qui m'anime le plus dans ma vie. L'écriture, l'imagination, le théâtre, le cinéma, la création, l'humain, la nature, l'art, et j'en ferai mon quotidien. Finalement, j'ai toujours su ce que je voulais être et faire, mais je n'avais pas assez confiance en moi et en mes projets pour les concrétiser, car on ne me l'a pas appris à l'école. Pourtant, l'école est là pour nous guider pendant des années jusqu'au métier, et pour cela, on a besoin d'avoir confiance en soi et de recevoir de la bienveillance. Croyez en vous. Yes. C'est J'aime bon, hein. C'est ça. C'est ce que je pense tellement encore aujourd'hui. C'est ça. Et ce que tu disais, j'aimais beaucoup jouer différents personnages lorsque j'étais enfant. Et quand je regarde mon parcours, ma vie, je change très souvent de métier, n'est-ce pas? C'est En vrai. fait, Bah oui. c'est Parce ça. qu'on n'est pas obligé d'être dans une case, en fait. Si demain, tu as un projet et tu sais pas parce que tu as commencé d'autres choses. Mais en fait, tout est possible si tu y crois. Tout est possible à celui qui croit. C'est ça. Cette phrase, elle tu le dis, est spirituelle. c'est hein. une phrase biblique. Bah, c'est une phrase biblique, exactement, c'est dans la Bible. Et j'assume d'ailleurs. J'assume Bien totalement lire la Bible. J'assume totalement voilà, croire en Dieu aussi. T'as un rapport particulier avec la spiritualité? Ah oui, mais je pense que Dieu m'a toujours accompagnée depuis que je suis petite. Et j'ai toujours senti sa présence. Il nous a toujours bénis, je pense. Nous, on n'est pas forcément chrétiens à la maison, hein, on n'est pas forcément croyants. Mais moi, j'ai toujours eu, ma mère, elle a toujours vu que j'ai toujours cru en quelque chose. Et j'ai toujours su que Dieu était avec nous et nous a bénis malgré toutes les difficultés qu'on a eues. C'était une bénédiction finalement. Et oui, je crois. Et j'assume totalement. J'ai pas honte de dire bien que je sûr. crois en Dieu. Pourquoi t'aurais Absolument. honte? Ah bah non. Bah oui, non, franchement non. C'est tout à fait normal. Ah ouais. Et en tout cas, bon, pour revenir à ton titre, tu dis maîtresse, ma colère s'est dissipée, aujourd'hui je choisis de te pardonner. Est-ce que tu penses que cette maîtresse, elle a lu le livre? Mais je sais pas. J'ai pas eu d'écho en tout cas.
Mais je pense que oui, parce que beaucoup de mes anciens camarades de classe ont vu que je sortais ce livre-là. Ils savaient qu'il y avait un peu de cette histoire-là. Et donc, ils l'ont lu. Et je pense il y a certains qui connaissaient les maîtresses. Donc, je pense que oui, elle l'a sûrement lu. Et qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui que tu l'as Je vous pardonne. Ouais, après, d'un côté, Ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que des fois, les parcours difficiles sont des bénédictions. Mais on ne le voit pas tout de suite. Ouais. Et oui. Les épreuves dans la vie sont aussi des bénédictions. Ça nous change et ça nous donne de la force. Je suis devenu tout sauf ce que tu avais prédit. C'est ça le sous-titre. Et justement, quels sont les retours par rapport à ton livre? Est-ce que j'ai des bons retours. J'ai des retours de parents qui sont confrontés également dans la même situation avec leurs enfants. Et donc, elles le font lire à leurs enfants. J'ai eu des retours de personnes qui se sont senties concernées aussi et qui ont été eux-mêmes dans des difficultés. Et du coup, ça leur a donné confiance en eux. Et voilà. Après, je sais pas, je pense pas qu'il a le même succès, comme on dit, que le premier. Mais pourtant, c'est mon préféré. C'est bizarre, hein. Non, parce que là, il y a tout. Il y a ma mère, surtout. Là, il y a ta vie là-dedans. Il y a ma famille, il y a ma mère. Et ça, ça n'a aucun prix. C'est ça. Mais Raphaël, quand on écrit une autobiographie comme ça, on n'a pas peur du regard des gens, on n'a pas peur de ce que les gens vont penser de nous, on n'a pas peur de ça. C'est dur de se mettre à nu, je trouve. Oui, c'est dur de se mettre à nu. Mais non, j'ai confiance. J'ai pas peur. Pourquoi j'aurais peur? Parce que là, en gros, l'histoire, elle t'appartient plus, là. Bah oui, c'est sûr. Oui, on est d'accord. Oui. Après, j'ai pas tout raconté, hein, mais il y a des choses qui sont plus intimes et je le dirai pas parce que ça me concerne. Mais parce que je pense qu'il faut partager. Il faut partager pour que les gens puissent s'identifier et que ça leur fasse du bien, en fait. Non, en tout cas, félicitations par rapport à ce livre-là. En tout cas, je l'ai lu et c'était intéressant. Merci. Donc, bravo pour ton parcours. Bravo à ta famille. Oh, merci Audrey. C'est gentil de dire ça. C'est normal en tout cas. Écoute, ici, on a une rubrique lecture. Ouais. Est-ce que tu aurais 3 livres à recommander, peu importe la thématique, carte blanche? 3 livres. 3 livres. Si tu as, ou peut-être 2. Tu me prends sur le fait comme ça. En plus, j'ai rien préparé pour aujourd'hui. Alors là, des livres qui m'auraient marqué, du coup. Ouais, je sais pas, carte blanche. Ah, dis donc là. Attends, je réfléchis. Il y en a un, c'est sûr. Mais bon, voilà. Franchement, je sais pas. Je dirais, moi qui m'ont marqué dans mon enfance, c'est bizarre, mais L'herbe bleue. Je me souviens plus de l'auteur. Ok. C'était un journal intime d'une jeune droguée. Ok. Et je pense que c'est intéressant pour que les jeunes n'aillent pas là-dedans, justement. Et donc, c'est les parents qui ont retrouvé le journal intime de cette personne et qui ont, du coup, décidé de le publier. Et après, qu'est-ce que je pourrais... Ouais, même un deuxième. Après, ouais, la Bible, en fait. Hein. Ok. J'ai envie de dire parce que la Bible ou autre livre saint, hein, mais la Bible, c'est vrai c'est quand même plus de 40 auteurs qui ont des années, à des années différents, qui racontent une histoire incroyable. Après, on y croit ou on n'y croit pas, mais c'est quand même une histoire qui, aujourd'hui, à l'heure actuelle, fait encore parler, est encore numéro 1 des ventes aujourd'hui. C'est quand même un sacré livre. Hein. Donc, tu t'en réfères beaucoup? Ouais, en ce moment, je lis pas mal, ouais. Des proverbes, des psaumes. Je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre en sagesse. Ouais, je sens que t'es quelqu'un de spirituel, ça s'entend. Je le prends comme une qualité. Ça s'entend. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est bien. Écoute, tradition ici, c'est que l'autre repart avec un livre. J'ai un livre pour toi. Oh. Alors. Tu l'as spécialement choisi en fonction de comment je suis ou Ouais. Ah, carrément sous enveloppe. Oui, avec ton nom et tout. Est-ce que tu peux l'ouvrir et le montrer à la caméra, s'il te plaît? Okay. J'espère que tu ne l'as pas déjà. Hein? Ah! Et ça me fait écho d'un coup. Je le conseille, en fait. Je l'ai lu. Tu l'as lu? Je l'ai lu. Je crois que c'est une ancienne personne qui était à la radio.
Heureusement, j'ai préparé mon coup. C'est ça, elle était à la Ouais. radio et tout, et en fait, elle est devenue enseignante. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça, hein. Ouais. Repartir, Eh ben, j'ai préparé mon coup. c'est aussi celle de Dabi. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Parce que, oui, mais sauf que c'était pas la même couverture. Ouais. Et je l'ai lu, j'allais rentrer justement en master. J'allais rentrer en master et j'avais besoin de lire un livre justement sur le thème et j'ai trouvé ce livre et je l'ai adoré. Je J'ai l'ai dévoré. préparé mon coup, t'inquiète. Tu l'as lu, j'en ai un autre. Qu'est-ce que c'est? Oh bah merci, je suis contente de l'avoir en poche du coup. Je savais même pas qu'elle était sortie en poche. Excellent. Là, je pense que celui-là, tu l'as pas. Allez, Alors, je savais, j'ai préparé mon coup. qu'est-ce que c'est? Ah, j'adore! Bah non, je le connais pas. Ouais, Valérie Gantz, ça se dit comme ça? je crois, ouais. Père au foyer. Non, je l'ai pas. Est-ce que tu peux lire la 4e de couverture, s'il te plaît? Bien sûr. Louis est père au foyer et heureux de l'être. Il a choisi de s'occuper des enfants pour aider son épouse, Axel, à se réaliser professionnellement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne chôme pas. Entre les jumeaux qui ne tiennent pas en place, leur petite sœur qui comprend tout avant tout le monde, la maison à tenir et ses traductions de romans. Pourtant, il ne regrette rien. Mais le ciel lui tombe sur la tête quand brutalement, Axel lui annonce vouloir divorcer. Oh. En souhaitant qu'il parte au plus vite. Comment ont-ils pu s'éloigner à ce point? Comment peut-elle imaginer qu'il renonce à la garde des enfants et à la maison? Aurait-il autant à se battre s'il était une femme? Plein d'esprit, d'humour et de tendresse, ce roman de la famille moderne s'attaque au tabou de l'égalité entre les sexes quand les rôles traditionnels sont inversés. C'est très intéressant. J'en ai des frissons. Mhm. Je trouve ça hyper intéressant, surtout que c'est écrit par une femme. Mhm. Ouais. Donc, je vais le lire avec grand plaisir. Un livre touchant et percutant. Et ben, je vais le lire. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Père au foyer, chose que je n'ai pas eue. Ah bah voilà. Heureusement, j'ai anticipé. Hein. Ah ouais, il est pas mal celui-là. Je- Bah, je vais le lire avec grand plaisir. Merci beaucoup, Je Audrey. t'en prie. Et merci pour ton accueil. Bah écoute, c'est normal. Attends, c'est pas fini. J'ai 2 dernières questions. Oui, je t'écoute. Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant champion du monde poids lourd, qu'un drôle sympathique. Il disait quoi, pardon? Mohamed Ali Oui. disait qu'il voulait que se souvienne de lui comme étant champion du monde poids lourd, quelqu'un de drôle, de sympathique. Oui. Je te pose la question, comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme une battante, malgré les épreuves. Et surtout quelqu'un de bienveillant et toujours prête à aider. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De continuer à être heureuse. Ah ouais. C'est tout le mal qu'on peut te souhaiter en tout cas. Écoute Raphaël, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci pour cette bienveillance, cette luminosité que tu as amenée. Et ces mots, franchement, sois fier de toi, de Merci, ton c'est parcours, de gentil. ce que tu es. Et encore bravo à toi et à ta famille. Merci beaucoup de dire à ma famille aussi. Ouais, c'est C'est normal. très gentil. Merci à toi, Audrey, pour ta bienveillance également. Et Merci. puis ton accueil. Franchement, t'es un type trop bien. Merci. Merci. C'est moi qui te remercie. C'était Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation, la transmission pour l'élévation. En espérant que vous avez appris des choses éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.